Cinq enfants, 5 meurtres, 2 coupables. Dans les années 60, l'affaire des meurtres des Landes a véritablement secoué le Royaume-Uni. Les deux responsables, Ian Brady et Mira Hindley, ont sombré au niveau des plus grands monstres de l'histoire de l'Angleterre de par l'atrocité de leurs actes et ont laissé derrière eux de nombreux mystères et médias perdus, conservés aujourd'hui bien secrètement hors de portée du grand public. Dans cette vidéo, je vous retracerai l'avant, le pendant et l'après des meurtres des Landes, puis nous nous pencherons sur ce que Ian et Mira parviennent encore à nous cacher des décennies plus tard. Bienvenue dans l'épisode 6 de Lost Fragments. Ian Brady naît le 2 janvier 1938 à Glasgow, en Écosse. Sa mère, Margaret Stewart, est célibataire et, subissant de gros problèmes d'argent, elle confie Ian à un autre couple seulement quelques mois après sa naissance. La famille qui l'accueille est composée de Mary et John Sloan et de leurs 4 enfants. À cette époque déjà, quelques rumeurs commencent à se propager vis-à-vis de Ian, majoritairement des accusations de cruauté envers les animaux, ce que Ian a continué de nier toute sa vie. À l'âge de 9 ans, il est accepté à la Showlands Academy de Glasgow. C'est à partir de ce moment-là que les vrais problèmes commencent pour Ian. Durant cette période, il est jugé 2 fois pour cambriolage. Il quitte la Showlands Academy à l'âge de 15 ans, puis enchaîne plusieurs jobs, malgré son jeune âge. À cette époque, Ian était en couple avec une jeune fille nommée Evelyn Grant, jusqu'à ce que leur relation se termine brutalement quand il la menace avec un couteau. Ian comparaît devant le tribunal pour divers motifs d'accusation, et finit par être placé en probation peu avant son 17e anniversaire, repartant vivre avec sa mère à Manchester. Un an plus tard, Ian est emprisonné 3 mois à Strangeways, une prison de haute sécurité, avant d'être envoyé 2 ans en maison de correction, d'abord à Londres, puis à Hatfield, et enfin à Hull. Ian est libéré le 14 novembre 1957, retourne à Manchester et se lance dans les études dans le but de trouver un meilleur travail. Il décroche un poste en comptabilité chez Millward Merchandising en janvier 1959. En parallèle, il se met à apprendre l'allemand et commence à s'intéresser à un certain mouvement politique que je ne peux pas nommer et qui est responsable des heures les plus sombres de notre histoire. Oui, je sais, c'est cliché, mais je vous jure que c'est vrai. Et ce sont dans les locaux de Millward Merchandising que la vie de Ian prend un tournant lorsqu'il rencontre Mira Hindley, née le 23 juillet 1942 à Crumpsall, une banlieue de Manchester. Ses parents se nomment Bob et Nellie Hindley, et tout comme beaucoup de futurs tueurs en série, on ne peut pas dire qu'elle vit une enfance paisible. Sa maison est dans un piteux état, et son père est un sacré personnage. Bob Hindley est un militaire réputé pour être particulièrement sévère, même pour ce milieu. Il est tout aussi dur avec sa fille, désirant la rendre forte. L'exemple le plus connu des méthodes d'éducation de Bob est lorsqu'un garçon blessa Mira aux 2 joues. Cette dernière coura chez son père en pleurant, avant que celui-ci ne lui ordonne d'y retourner pour rendre les coups, sans quoi il la fouetterait. Mira retourne donc voir le garçon et finit par l'assommer. Elle décrira plus tard cette expérience comme sa première victoire. Le professeur de psychiatrie judiciaire Malcolm McCulloch écrira plus tard: sa relation avec son père l'a rendue brutale. Non seulement la violence était fréquente à la maison, mais Mira était récompensée pour l'utiliser à l'extérieur. Si tout cela est assimilé pendant l'enfance, cela peut déformer à vie les réactions de la personne face à de telles situations. À 17 ans, Mira se fiance avec un homme, mais le quitte rapidement, jugeant ce dernier immature et incapable de lui offrir la vie dont elle rêve. Elle enchaîne ses premiers jobs et se retrouve à 18 ans chez Millward Merchandising, où elle rencontre enfin Ian Brady. Elle est immédiatement fascinée par cet homme et tombe éperdument amoureuse de lui. Elle ne lui adresse la parole en revanche qu'après quelques mois, et ils commencent à sortir ensemble en décembre 1961. Tout le long de leur relation, Ian établit peu à peu son emprise sur Mira.
Il partage avec elle sa passion pour les crimes et les atrocités perpétrées par le mouvement durant la Seconde Guerre mondiale, et ainsi commence la descente de Mira dans la décadence. En quelques mois, il me convainquit que Dieu n'existait pas du tout. Il aurait pu me dire que la Terre était plate, que la Lune était faite de fromage vert et que le Soleil se levait à l'ouest, je l'aurais cru. Tel était son pouvoir de persuasion. Le duo continue de pencher vers le mal. Ils empruntent régulièrement des livres sur la torture et les crimes, et Mira loue souvent une camionnette avec laquelle ils projettent de braquer des banques. Ils commencent à s'entraîner au tir et découvrent la photographie alors qu'ils abandonnent progressivement leur projet de braquage, puis choisissent de se tourner vers une autre façon d'assouvir leurs fantasmes. C'est Yann qui évoqua en premier l'idée de commettre un meurtre en juillet 1963, inspiré par l'œuvre Compulsion de Meyer Levin, dans laquelle deux jeunes hommes tentent de commettre le meurtre parfait. Le 12 juillet 1963, Pauline Reed, une jeune fille de 16 ans fréquentant la même école que Maureen, la petite sœur de Mira, se rend à une fête locale. Sur le chemin, sa route croise celle de Mira, qui lui propose de l'emmener à la fête grâce à son van, ce qu'elle accepte. Sur la route, Mira lui demande finalement de l'aider à retrouver un gant qu'elle a perdu dans les landes de Saddleworth Moor. Là-bas, Brady arrive à son tour, puis et tue Pauline. Le couple enterre finalement son corps dans les Landes, qui ne sera pas retrouvé avant 1987. Le premier meurtre des Landes vient d'être commis. 4 mois plus tard, le 23 novembre, Yann et Mira réutilisent leur technique du taxi sur un autre enfant, John Kilbride, âgé de 12 ans, en lui proposant de le ramener chez lui. Ils utilisent la même excuse que la dernière fois pour l'emmener dans les Landes, et Yann finit par agresser John sexuellement avant de l'étrangler avec de la ficelle. Le corps de John fut lui aussi enterré dans les Landes et retrouvé le 21 octobre 1965. Le 16 juin de l'année suivante, la route de Mira croise celle de Keith Bennett, âgé de 12 ans. Elle lui demande de l'aide pour charger des caisses dans son van, lui promettant de le ramener chez lui juste après, alors que Yann attend à l'arrière. Les trois partent pour Saddleworth Moor, pour une nouvelle fois soi-disant retrouver leur gant perdu, et une fois arrivé, Yann sort du van avec Keith pour commencer les recherches. Yann revient seul, avec une pelle à la main, affirmant à Mira qu'il a agressé sexuellement Keith avant de l'étrangler à son tour. Le corps de Keith ne fut quant à lui jamais retrouvé, et justement, nous en reparlerons plus tard. Le 26 décembre de la même année, le jour du Boxing Day, Yann et Mira font dans une fête foraine à Ancoast la rencontre de Leslie Ann Downey, une petite fille de 10 ans esseulée. Le couple lui demande de l'aide pour transporter des achats jusqu'à leur voiture, puis jusque chez eux. Là-bas, Yann et Mira déshabillent Leslie et l'attachent. Ils prennent de nombreuses photos obscènes, puis et tuent Leslie. Des enregistrements audio de cet événement seront retrouvés plus tard et sont aujourd'hui entre les mains du système judiciaire britannique. Une retranscription écrite de ces enregistrements est cependant disponible au public. Le corps de Leslie est à son tour enterré dans les Landes, puis retrouvé par la police le 16 octobre 1965. Il s'agit de loin de leur crime le plus atroce, et heureusement, leur 5e et dernier meurtre viendra mettre fin une bonne fois pour toutes à leurs agissements. Quasiment un an plus tard, le 6 octobre 1965, Yann invite Edward Evans, alors âgé de 17 ans, chez Mira et lui, en lui proposant des faveurs sexuelles. Yann demande ensuite à Mira d'inviter son beau-frère, David Smith, pour que celui-ci puisse assister au meurtre d'Edward, dans le but de le pousser à les rejoindre dans leur vie de crime. Yann et David sont amis, et étant donné son casier judiciaire incluant cambriolage et coups et blessures, Yann voit en lui le candidat parfait pour les rejoindre. Mira, quant à elle, est plus inquiète qu'autre chose, craignant que ce nouveau personnage ne vienne entacher leur couverture. David finit par accepter l'invitation et se rend chez Yann et Mira. Alors qu'il attend dans la cuisine pendant que Yann part chercher des bouteilles de vin, le cours des événements escalade très vite, ce que David racontera lui-même à la police. J'ai attendu 1 minute ou 2, quand tout à coup j'ai entendu un cri. Ça sonnait comme une femme, vraiment très très aiguë. Les cris ont continué les uns après les autres et de plus en plus fort. Après j'ai entendu Mira hurler « Dave, aide-le !» très fort. Quand je me suis précipité, je me suis juste tenu dans le salon et j'ai vu un garçon. Il était allongé avec sa tête et ses épaules sur le canapé et ses jambes étaient par terre.
Il était tourné vers le plafond. Yann se tenait au-dessus de lui, lui faisant face avec ses jambes de chaque côté de celle du garçon. Le garçon continuait de crier. Yann avait une hachette dans sa main. Il l'a tenue au-dessus de sa tête, puis il a frappé le garçon du côté gauche de sa tête avec sa hachette. J'ai entendu le coup, c'était un coup vraiment très lourd. Le bruit était horrible. David voit ensuite Yann étrangler Edward avec un câble électrique. Il aide par la suite Yann à cacher le corps dans une des chambres pour qu'il puisse partir l'enterrer demain. Cependant, en revenant chez lui, David raconte tout ce qu'il vient de voir à sa femme, et ils décident ensemble d'appeler la police. Tard dans la nuit, David et sa femme se dirigent prudemment vers une cabine téléphonique, munie d'un couteau et d'un tournevis pour se défendre face à Yann au cas où ils se croiseraient. Ils appellent les urgences de la police à 6h07, marquant ainsi la fin des meurtres des Landes. En mai 1966, Yann et Mira sont condamnés à l'emprisonnement à perpétuité. Mira est morte en 2002 et Yann en 2017. Et après le décès de ce dernier, un certain intérêt commence à se développer pour deux objets en particulier ayant appartenu à Yann et Mira. Il y a eu énormément de spéculations ces dernières années sur ces deux mallettes. La plupart des gens s'attendent à retrouver à l'intérieur des éléments pouvant aider à retrouver l'emplacement du corps de Keith, qui ne fut jamais retrouvé. Ouvrir ces mallettes pourrait également aider à résoudre d'autres mystères de l'affaire et à en savoir plus sur la vie de Yann, mais malheureusement, en 2017, juste avant sa mort, Yann confia ces deux mallettes à son avocat, Robin McKean, demandant à ce qu'elles restent fermées pour toujours. Il y eut malgré tout plusieurs tentatives pour tenter de récupérer le contenu des mallettes. La police du Grand Manchester réclama une ordonnance de la part du tribunal pour fouiller les mallettes, dans le but d'y chercher des indices pour retrouver le corps de Keith, mais la demande fut refusée. Par la suite, Alan Bennett, le frère de Keith, adressa un plaidoyer à Robin McKean, lui demandant de dévoiler les documents des mallettes pour les mêmes raisons que la police, mais Robin continua à refuser en bloc toutes les demandes à ce sujet. Mais malgré tout, il nous reste bien une chance. Une toute dernière chance de retrouver le contenu de ces mallettes. Le 9 mars 2021, un nouveau projet de loi vit le jour, celui-ci donnant entre autres à la police la permission de rechercher des informations concernant, je cite, « la localisation de restes humains si le suspect est décédé ». Vous l'aurez donc compris, il pourrait enfin permettre à la police du Grand Manchester de fouiller les mallettes, pour potentiellement retrouver le corps de Keith après toutes ces années. La loi en elle-même n'a pas encore été adoptée, mais le projet n'a pas été abandonné pour autant, et les procédures de passage sont toujours en cours. L'avenir nous dira donc si ces mystères pourront un jour être résolus, une bonne fois pour toutes. L'affaire des meurtres des Landes a véritablement secoué l'Angleterre. Et malgré son ancienneté de presque 6 décennies, cette dernière est toujours aussi riche en mystères. L'enregistrement du meurtre de Leslie Ann Downey fera-t-il un jour surface ? Où se trouve le corps de Keith Bennett ? Et surtout, quels autres secrets Ian Brady a-t-il cherché à protéger avec ses mallettes ? L'affaire est vaste, et j'ai malheureusement été contraint de mettre des tas et des tas de détails sur ce couple de meurtriers, en particulier sur leur arrestation et leur incarcération. Si les faits divers vous passionnent, je ne peux que vous conseiller de vous plonger plus en détail dans leur histoire. Pas mal de documentaires sont disponibles sur YouTube, et en 2006, une adaptation de l'histoire de Yann et Mira en série télévisée vit le jour, intitulée « See No Evil, The Moors Murders ». Merci infiniment de vous être plongé avec moi dans cette histoire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Et on se revoit très bientôt pour la vidéo spéciale 1 an de la chaîne qui sortira donc le 26 mars. A plus!